Alors encore une fois, bonjour à tous. On va essayer aujourd'hui de continuer le cours de corrosion à haute température. Comme d'habitude, je vous rappelle de désactiver les micros tout le temps. Et si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et activer vos micros. Comme ça, vous posez vos questions. Et j'espère bien que le cours soit interactif. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser et je vais essayer d'y répondre. D'accord? On va revenir sur la partie processus de formation de la couche d'oxyde. Et on va essayer de rentrer dans les détails aujourd'hui du mécanisme de la formation de l'oxyde. Alors, donc, chapitre 3. Processus de formation de la couche d'oxyde. On avait vu la dernière fois, donc rapidement, un petit rappel sur les différentes étapes. On avait dit qu'il y avait adsorption au départ et ensuite, donc, formation de liaison entre le métal et les oxygènes. Après une période d'incubation, on a dit qu'on avait formation de germes. Ces germes, par la suite, vont essayer de donc, croître latéralement pour, à la fin, recouvrir toute la surface. Et pour terminer, on a dit que la croissance, ensuite, donc, devient perpendiculaire dans la profondeur du métal, au détriment, bien sûr, du métal. Il y a perte du métal pour formation de cet oxyde. Et on avait dit que cette étape qui vraiment contrôle la cinétique de la réaction. C'est de elle que va dépendre la cinétique de la réaction de corrosion, bien d'oxydation. Donc, on avait vu les différents types de diffusion qui peuvent se produire. Donc, une diffusion qui peut être cationique, où le cation va passer vers l'extérieur à l'interface atmosphère, mais oxyde dans ce cas, pour qu'il se forme plus d'oxyde, et un autre mécanisme qui peut être anionique, où on a donc l'oxygène qui va se réduire et ensuite essayer de pénétrer vers l'intérieur et effectuer la réaction à l'intérieur à l'interface métal-oxyde. Et on avait dit que cette réaction est favorable à l'extérieur vu donc la taille des cations par rapport à la taille des anions. Je ne vais pas revenir sur donc le fait que c'est pratiquement la même chose qu'on avait vu au niveau des réactions d'oxydation et des piles. Dans ce cas où on a une réaction d'oxydation du métal, une réaction de réduction. Donc on a anode et cathode, etc. D'accord ? Donc à ce niveau, on avait donc entamé la partie où on a étudié un petit peu la stoichiométrie grâce au rapport donc, de la somme des anions sur la somme des cations dans ce cas. Et selon cette stoichiométrie, selon la valeur de R par rapport à la théorie, on peut donc décider si on a un oxyde qui peut être de type donc P, accepteur d'électrons, ou bien un oxyde donneur d'électrons. Et on avait dit que cela ressemble à un mécanisme de semi-conducteur où on a un dopage par donc, un élément qui contient plus d'électrons. Et dans ce cas, il sera donneur à notre structure, dans ce cas donneur à la bande de conduction, ou bien de type P qui est accepteur, donc la bande de valence sera remplie et il va accepter les électrons du réseau dans sa bande de conduction comme donc, élément donc, accepteur dans ce cas avec lequel on a dopé notre matériau. Et on avait dit que des exemples concrets qu'on pouvait avoir, ce sont l'oxyde de zinc, cadmium, de titanium et
d'aluminium, ou dans ce cas, on a un excès de cations métalliques dans des positions interstitielles, qui nous rappellent bien sûr donc, les défauts de Frenkel, et les oxydes de type P, oxydes de cuivre, de nickel, de fer, etc. Ou dans ce cas, on a des positions vacantes où il n'y a pas de cation dans ce cas. D'accord? Et de ce fait, celui-là sera un oxyde qui est type N et celui-là serait un oxyde type P, accepteur dans ce cas. Et on devait passer à la partie où on a le mécanisme réactionnel réellement, comment se produit cette réaction d'oxydation et quel est le mécanisme exact de diffusion dans ce cas. On a pris le premier cas de l'oxyde de type P et on a pris l'exemple concret de l'oxyde de cuivre dans ce cas. Cu2O, ça veut dire que on a des cations chargés un seul plus, d'accord? Cu plus, d'accord? Alors, dans le réseau cristallin, puisque c'est un oxyde de type P, donc des lacunes cationiques vont exister au niveau de notre structure, d'accord? Donc, je dis qu'elles sont symbolisées ici, donc par le carré ici. Et donc, ces lacunes, les absences de cuivre veut dire absence ici de charge positive. D'accord? Donc ces charges, elles devraient être compensées. Par quoi? Par la présence donc de cuivre chargé de plus. D'accord? Pour la neutralité de notre réseau, forcément, dans la structure, au lieu d'avoir seulement des Cu+, on aura des Cu de plus, qu'on va donc, dans ce cas, donc nommer comme trous ou bien des sites lacunaires positifs, d'accord, portés par donc, le cation Cu+. Donc, il va porter une charge de plus positive qui n'est autre donc, que rendre celui-là sous forme de Cu de plus. En principe, ça devrait être désigné par donc, le symbole, donc un cercle avec plus, mais dans votre cas, je crois que vous n'avez pas donc suffisamment d'informations sur la cristallographie et comment représenter donc les lacunes. On va se maintenir sur le fait que cette charge positive qui est absente ici va être prise par un des cations ici de cuivre et on aura Cu de plus, d'accord? Dans ce cas, donc, la figure, elle représente un arrangement des ions dans le réseau de cet oxyde. Donc, comment va s'effectuer dans ce cas la diffusion? Donc, on a notre oxyde. L'oxyde devrait être Cu+, mais il existe des Cu de plus avec donc des charges 2 fois positives. Ça veut dire que celui-là est plus riche donc en électrons. D'accord? Donc le réseau est plus riche que Cu de plus. Donc il va essayer de compenser donc cette différence de charge. D'accord? Donc il va essayer le Cu de plus va essayer de diffuser vers l'extérieur de la couche, vers l'interface, donc plus exactement l'interface atmosphère-oxyde, portant avec lui donc un des électrons. Cet électron, c'est celui qui va être donc donné à l'oxygène pour le réduire à l'extérieur. Ça veut dire que en diffusant vers l'extérieur, le Cu+, donc, va emporter un des électrons, il va donc le donner à l'oxygène. Je peux un petit peu représenter ça, ça serait encore mieux. Donc le Cu2+, imaginons, bien supposons
qu'on a l'atmosphère, donc on va la mettre au-dessus, ici, d'oxygène. Le gaz, il sera ici. Ça, c'est notre couche d'oxyde. Et en bas, on aura cuivre sous sa forme métallique. D'accord? Alors, comment va s'effectuer la diffusion? Donc, comme je viens de le dire, Cu+ est riche en électrons, plus riche que Cu2+. Cu2+, donc pour avoir ici toute la couche avec des Cu+, les Cu2+, qui vont se former vont essayer de revenir et essayer de prendre un électron ici, puisqu'ici, on sait que la liaison métallique dans ce cas donc, est riche en électrons, il va essayer de prendre un électron d'ici, donc il va diffuser dans ce sens. D'accord? Par contre, vu cette différence, bien sûr, donc ce gradient de concentration des Cu+ à ce niveau par rapport au Cu2+ à ce niveau, les Cu+ vont essayer de remonter vers la surface. Les Cu+ vont essayer de remonter vers la surface, portant, bien sûr, un électron. Je vais mettre entre parenthèses parce que ça ne veut pas dire que c'est neutre, mais ce que je veux dire, c'est que pour arriver à être Cu2+, il a un électron de plus. Je vais lui mettre un électron ici. Ou bien, je peux mettre ici 2+, plus l'électron, ça sera, dans ce cas, ça veut dire que c'est un Cu+. Celui-là, il va essayer de diffuser vers l'extérieur. Et quand il va arriver à l'extérieur, il va donner son électron à l'oxygène pour le réduire et pour former. Donc, je vais mettre ici un demi-O2. Bon. Un demi O2, ça veut dire qu'il va donner un de ces électrons. Un autre Cu+ va donner un de ces électrons pour que l'oxygène se réduise en O2 et comme ça, donc réagir avec un autre cuivre, non, pardon, avec ces deux cuivres, avec un autre cuivre, pardon, à l'extérieur, pour former donc
Cu2O, donc plus de couches à la surface. D'accord? Donc, dans ce cas, le réseau se comporte comme donc, un donneur d'électrons et le Cu2+, donc, sera donc l'élément dopant qui est accepteur d'électrons. Donc, ils vont donner ces électrons à l'oxygène dans ce cas. D'accord? Donc, le mécanisme, pour vous le rappeler une dernière fois, en présence de Cu2+, premièrement, on a un gradient de concentration. D'accord? Les Cu2+, la surface, l'interface atmosphère-oxyde, elle sera plus riche en Cu2+, puisqu'il se forme donc, à cette interface. Deuxième chose à prendre en considération, c'est qu'il y a donc, un gradient de concentration au niveau des Cu+, bien sûr, donc à l'intérieur de la couche, à l'interface pratiquement donc, du métal et de l'oxyde métallique. Donc ce gradient de concentration va forcer des mouvements de diffusion, d'accord? Des phénomènes de diffusion. La diffusion de Cu+, qui est ici donc majoritaire, et la diffusion des Cu2+, vers l'intérieur. Les Cu2+, quand ils vont rentrer à l'intérieur, c'est pour récupérer un des électrons ici, former plus de Cu+, à l'interface. Vous aurez le Cu2+, qui va réagir pour donner Cu+, et vous avez le Cu+, ici. Quelqu'un qui m'a envoyé un email. Donc, et vous aurez donc plus de Cu+, dans cette interface. La diffusion des Cu+, vers l'extérieur, les Cu+, sont riches en électrons, ça veut dire que c'est le matériau qui est riche en électrons. Il peut donner un de ces électrons donc à l'extérieur pour former plus de Cu2+, ici, et en même temps pour réduire l'oxygène. Donc l'oxygène va réagir avec deux Cu+, encore une fois à l'interface, et comme ça former plus de couches d'oxyde à ce niveau. Ce qui est très important aussi à prendre en considération, bien à garder en tête, c'est que donc, à chaque fois qu'on forme des Cu2+, chaque Cu2+, devrait être compensé par une lacune, bien sûr, dans notre oxyde. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on forme un Cu2+ à l'interface, une lacune au niveau de l'oxyde devrait apparaître et à l'interface atmosphère et oxyde, on aura donc une zone où elle sera riche en lacunes, d'accord? Donc ces lacunes, bien sûr, puisqu'il y a encore une fois un gradient de concentration, elles devraient diffuser vers des régions où il n'y en a pas beaucoup, donc elles vont diffuser vers l'intérieur, d'accord? J'espère que c'est clair, d'accord? Je vais voir s'il y a des questions. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau? Est-ce que vous avez compris? Donc, je peux aussi donc, vous le représenter de cette manière, en y pensant bien. On a dit qu'on est sur un semi-conducteur du type P. On est sur un oxyde de type P au lieu de semi-conducteur dans ce cas. On a, dans ce cas, Cu de O qui sera plus riche en électrons, vu que Cu+ peut donc s'oxyder en Cu de plus, il peut donner un électron. Ça veut dire que les Cu+ ici, ils ont un électron de plus. D'accord? C'est Cu de plus un électron. Je peux l'écrire. Cu plus, c'est j'espère que je vais trouver la flèche très rapidement. Très bien. Cu+, c'est Cu de plus
un électron. D'accord. Donc, il y a des électrons de plus ici qui peuvent être donnés à quoi? Principalement à l'oxygène dans ce cas, qui va être équivalente à la bande de conduction dans ce cas. Donc, ce sont ces électrons. Ce sont ces électrons qui vont passer à réduire, dans ce cas, l'oxygène. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque donc de compenser, d'essayer d'équilibrer tout ça à travers quoi? À travers les gradients de concentration. Quand on forme des Cu2+ ici, cette région sera riche en Cu2+, elle devrait forcément, donc les cations ici devraient forcément diffuser vers l'intérieur et essayer de récupérer un électron au niveau de ce cuivre, et les Cu+ vont diffuser dans le sens inverse en portant cet électron. La formation de Cu2+ devrait être toujours compensée par la présence ici de lacunes. Donc cette région serait riche en lacunes, elle devrait aussi diffuser vers l'intérieur de notre oxyde. La présence des lacunes donc, peut représenter donc, ce phénomène de diffusion. Donc, plus il y a de lacunes, plus il y a donc, de cuivre de plus à l'interface, plus il y a diffusion vers l'intérieur. D'accord? S'il y a plus de diffusion vers l'intérieur, il y aura plus de diffusion de Cu+ vers l'extérieur. Ça veut dire que cet oxyde va devenir de plus en plus conducteur électronique et ionique. D'accord? Plus il y a de lacunes, plus il y a diffusion d'espèces dans un sens et dans un autre, plus l'oxyde, dans ce cas l'oxyde de cuivre, va être de plus en plus conducteur, que ce soit ionique ou bien donc électronique. Et on avait déjà vu que c'est le fait d'avoir donc la conduction ionique et la conduction électronique qui va permettre à cette couche de croître de plus en plus. D'accord? J'espère que c'est clair. Des questions avant de continuer? C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Très bien. On peut continuer. Donc, en résumé, par les analyses donc, chimiques, on a pu démontrer que l'oxyde cuivreux, dans ce cas, s'accorde mieux avec une formule de Cu1,8 un oxygène. D'accord? Donc, si on fait le calcul, donc ici, c'est le rapport, donc vous vous rappelez de la somme des anions sur la somme des cations, c'est 1 sur 1,8, d'accord? Ça sera par rapport à 1 sur 2, donc ça sera supérieur. Donc R sera supérieur à la théorie, donc c'est un oxyde de type P dans ce cas. Et dans ce cas, je viens de le dire, la neutralité électrique de cet oxyde ne peut être alors préservée qu'en admettant l'existence d'un certain nombre d'ions Cu2+. L'existence de Cu2+, ça veut dire que donc, les Cu+ vont devenir Cu2+, en libérant un électron. Et on a dit que cet électron qui sera libéré, il sera donc donné ou bien accepté par l'oxygène pour être réduit. Donc, étant rapide, la présence des deux espèces d'ions dans l'oxyde cuivreux favorise donc la migration des électrons. D'accord? Il y aura migration des électrons avec la migration donc, du Cu+. Donc, ils vont migrer avec le Cu+. Donc, ce sera Cu2+ un électron qui vont migrer en même temps. Ceci traduit donc la forte valeur de conductivité de l'oxyde cuivreux. On a dit que s'il y a donc mouvement, s'il y a diffusion d'espèces, ça veut dire que
Donc, notre oxyde, dans ce cas, il est conducteur. Et il est conducteur que ce soit donc, électronique ou bien ionique en même temps. D'accord? Et dans ce cas, on va voir, j'espère aujourd'hui même, donc, que la loi d'oxydation que suit donc l'oxyde cuivre dans ce cas Cu2O, c'est une loi dite parabolique. D'accord? À cause de ces diffusions. Et on va voir ça en détail par la suite. Comme la conduction ionique est un processus de diffusion qui dépend du nombre de sites vacants, si la concentration donc, des Cu2+ augmente, la conductivité ionique va augmenter. Donc, s'il y a plus de Cu2+, on a dit qu'il y aura plus de lacunes. Plus de lacunes veut dire que nous avons plus de conductivité ionique dans ce cas, d'accord? Le mécanisme de conduction dans l'oxyde cuivre résulte donc d'un déficit global électronique, d'accord? Il y a un manque d'électrons au niveau des Cu2+, donc la présence des Cu2+, révèle qu'il y a un manque au niveau d'électrons pour les Cu2+, et on a des Cu+, qui sont plus riches. Donc le système, il va essayer de s'équilibrer, il va essayer de récupérer donc, ces électrons de Cu2+, à travers quoi? À travers donc, ces phénomènes de diffusion dans un sens et dans un autre. Mais la conséquence sera quoi? Sera plus de réduction d'oxygène à l'interface gaz oxyde et plus de libération de Cu plus de notre métal. Ça veut dire qu'on est en train d'oxyder de plus en plus parce que le métal va essayer de restituer donc ces électrons qui sont de plus. Et à travers donc ces différences de concentration aux interfaces, ce qui va se passer, c'est que la réaction va continuer et on aura plus d'oxydation. D'accord? On dit qu'il appartient donc au type P car il dépend de la concentration en lacune positive dans ce cas. Donc il dépend des Cu2+ qui existent dans cet oxyde. Ces dernières représentent des niveaux électroniques vides et ne doivent pas être confondues avec les sites cationiques lacunaires. Donc les Cu2+ veulent dire effectivement que on a un manque d'électrons à ce niveau. D'accord? Et les sites lacunaires veut dire qu'il y a absence d'un cation dans cette position. D'accord? Donc c'est une lacune réticulaire qui est une lacune réelle où il y a absence. Les lacunes positives se réfèrent donc à des bandes de conduction vides dans la zone de Brewin externe de l'oxyde. On vient de le voir pour le semi-conducteur. Donc, besoin de plus d'électrons, donc ils vont essayer de prendre ces électrons doux des cations qui sont plus riches. D'accord? Comme cela apparaît donc sur la figure du réseau qu'on a vu donc précédemment, les lacunes positives sont représentées par des ions, donc Cu2+, occupant des nœuds cationiques normaux du réseau. Les lacunes cationiques sont pour leur part négatives dans le réseau de Cu2O et occupent des sites vacants du réseau. Au cours de l'oxydation du cuivre, donc des lacunes représentées par un carré, donc des lacunes réelles, des absences de cations Cu+, de leur position, donc, apparaissent, bien se forment, et donc des trous représentés par plus et qui vont être portés par les Cu2+, d'accord? Donc c'est un Cu plus avec un électron de moins, c'est Cu2+, d'accord? Donc c'est un trou qui va se former, donc au niveau principalement de l'interface extérieure, on l'a dit, oxygène et oxyde. Et ces deux-là, donc les Cu2+ ici et les lacunes qui se forment, et on vient de le dire, à l'interface donc oxyde gaz, vont essayer de migrer vers l'intérieur, vers le métal, donc pour essayer de compenser leur manque, par exemple ici, d'électrons dans ce cas, et donc il va être accompagné le Cu2+ de sa, sa lacune donc correspondante. Ceci est équivalent à une migration d'ions Cu+ et d'électrons en sens inverse. Les Cu+ avec donc, un électron, donc Cu2+ plus un électron, vont essayer de migrer dans le sens inverse, où ils vont libérer l'électron à l'extérieur. D'accord? Pour rendre ça un petit peu plus clair, donc j'ai essayé de représenter ce diagramme où on a donc
le métal, ici c'est l'interface métal-oxyde, et ici, donc ça c'est l'oxyde, et ici on a l'interface oxyde et atmosphère d'oxygène. D'accord? On a la pression d'oxygène à l'extérieur, donc à la surface, S, et on a la pression de l'oxygène, donc à l'interface interne, ici. D'accord? On sait que dans le métal, qu'est-ce qu'on a? On a donc, le métal, les cations métalliques avec des électrons. Donc c'est riche en métal et en électrons. Et on a dit que le cuivre, si on représente ce métal par le cuivre de plus son électron correspondant, ça veut dire Cu+, donc la somme des deux, ça sera M+, ou bien Cu+, vont migrer de l'interface métal-oxyde vers l'extérieur. À cause de quoi? À cause de ce gradient de concentration. Ici, c'est riche en cations métalliques et en électrons. Ici, c'est pauvre en cations métalliques et en électrons. Vont migrer dans ce sens. Ça veut dire que donc, la concentration, dans ce cas, va être de moins en moins importante dans le sens où on sort vers l'atmosphère externe. D'accord? Et au niveau de l'interface oxyde-gaz, on a dit qu'on a formation des Cu2+, représenté ici par donc, ces trous. Donc, ce sont des Cu+, avec un électron de moins, ça veut dire c'est les Cu2+, et leur correspondant pour l'oxyde, des lacunes donc, réticulaires dans ce cas. Et cette région, à ce moment-là, va être riche en donc, trous Cu2+, et en lacunes. Elle devrait diffuser vers l'intérieur, et leur concentration devrait être plus grande à l'interface oxyde-atmosphère et moins importante donc à l'interface métal-oxyde. Je crois que le diagramme il reflète bien ce qui se passe au niveau de l'oxyde. D'accord? Donc c'est ce gradient de concentration qu'il y a entre les deux qui permet la continuation de la réaction et la formation de plus d'oxyde dans ce sens. Grâce à quoi? Grâce toujours à la présence de lacunes qui permet par la suite d'avoir une bonne conductivité ionique, donc la continuation de la réaction. Plus l'oxyde est stoichiométrique, moins l'oxyde est conducteur ionique et électronique. D'accord? Donc, on en avait déjà parlé la semaine dernière. On a dit que c'est grâce au défaut donc, de Frenkel et de Schottky qu'une certaine conductivité peut exister au niveau des oxydes. Mais dans ce cas, puisque bon, les défauts qu'on a, ils sont similaires, mais ce ne sont pas des défauts de Frenkel et de Schottky, mais c'est la présence de plus de cations ou bien moins de cations qui permet d'avoir soit des lacunes, soit donc des régions plus riches en électrons qu'on va voir pour le type N. D'accord? Donc ici, il me manque ici donc de surface. Donc il me manque S ici et S ici et ici, donc I et I. Donc la concentration des lacunes et des trous à l'intérieur sera plus faible par rapport à donc l'extérieur de la couche d'oxyde. D'accord? Avant de continuer sur le type N, est-ce qu'il y a des questions? J'espère que c'est clair. Très bien. Alors, en ce qui concerne la conduction dans les oxydes de type N, donc ce sera un petit peu donc l'inverse, car dans ce cas, ce sera donc l'ion qui va se mettre dans le site interstitiel qui va essayer de donner donc ces électrons dans ce cas. Donc dans les oxydes de type N, les ions métalliques sont en excès, d'accord, dans le site interstitiel du réseau de l'oxyde, et ce sont eux qui migreront lors de l'oxydation. Donc dans cette position interstitielle, on a, pour être donc, dans ce qui est réel, on a un oxyde Zn2+, mais accompagné, ici j'ai mis seulement un électron, mais il devrait être accompagné de deux électrons.
D'accord? Donc, c'est comme si on avait donc du métal à l'intérieur de notre oxyde. Donc, il va se mettre dans une position et son électron va être pratiquement libre entre différents donc, cations. D'accord? Donc, ces deux électrons vont être libres dans le réseau. Donc, il va se comporter comme si, comme si on était dans le cas d'un métal. Donc, ces électrons, ces deux électrons dans ce cas, vont être pratiquement libres dans le réseau de l'oxyde. Et donc, ce cation, il se met dans une position interstitielle similaire dans ce cas, au défaut de Frenkel. D'accord? Donc, ce sont ces électrons donc, qui vont perturber un petit peu l'oxyde et qui vont permettre, à travers donc, leur déplacement, de réduire l'oxygène donc, qui sera dans l'atmosphère dans ce cas. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai l'espace pour le faire ici. Je vais essayer de copier cette. Pardon. Donc, dans ce cas, encore une fois, je vais essayer de représenter l'oxyde, c'est celui-là. Le métal. Dans ce cas, ce sera le zinc et on a notre atmosphère. Je vais reprendre la même atmosphère qu'avant. Alors, dans ce cas, le Zn de plus ayant des électrons dans ce cas qui sont libres, donc il va se déplacer bien sûr avec son électron correspondant ou bien ses électrons correspondants donc vers l'interface où dans ce cas donc l'oxygène va être réduit pour donner O2-, et bien sûr donc, ayant donc, ici Zn donc Zn de plus va réagir pour former plus de couches ZnO, bien sûr donc, avec le gradient de concentration, donc plus de Zn va essayer de reprendre la position interstitielle dans ce cas dans le réseau de l'oxyde. Donc c'est un mécanisme un peu plus facile que le premier. Le Zn va essayer de reprendre cette position. Bien sûr, la formation de plus de ZnO, donc ici à l'interface. Donc il y aura plus de consommation de cations Zn du métal pour la formation de plus ici d'oxyde Zn. Donc dans ce cas, c'est le fait d'avoir un Zn plus avec des électrons qui lui correspondent, donc dans la couche d'oxyde qui va permettre de réduire plus d'oxygène, donc plus de diffusion de Zn de plus vers
l'extérieur, plus de diffusion d'électrons et donc la consommation de plus de cations Zn de notre métal. D'accord? Donc, ça sera encore une fois une diffusion donc vers l'extérieur. Dans ce cas, il faut faire attention, c'est que puisque le Zn de plus, dans ce cas qui va prendre la position interstitielle, il peut être considéré comme l'élément dopant et ça sera donc lui un donneur d'électrons. Si on veut revenir sur notre petit schéma de semi-conducteur, donc on a notre ZNO ZNO qui est la structure de l'oxyde. Donc celle-là, sans les défauts, si on veut la considérer parfaite, tous les Zn2+ et les oxygènes en noir, donc bien positionnés dans leur position normale. Et on a des Zn de plus dans les positions interstitielles. Donc, même s'ils vont se positionner dans les positions interstitielles, il ne faut pas oublier que leurs électrons donc, vont être libres dans la structure de ZNO. Donc Zn2+, il va apporter 2 électrons. Donc celui qui se positionne dans, on va dire, dans les interstices. Il est riche en électrons. Ces électrons vont être donnés, donc que ce soit à la structure donc, de ZNO, pour donc avoir donc, la réduction, dans ce cas, de l'oxygène. Donc, pour le type P, c'est de la structure qu'on va donner des électrons. Pour le type N, ce sont les interstices, ce sont les cations de la position interstitielle qui vont donc offrir leurs électrons à l'oxygène pour le réduire. D'accord? Donc c'est un comportement similaire vraiment à celui de semi-conducteur. C'est pour ça que celui-là, il est de type N, puisque ce sont les cations qui se positionnent dans les interstices qui vont donner leurs électrons, et celui-là, ce sont donc les cations existant dans la structure de l'oxyde qui vont donner leurs électrons. Donc, dans ce cas, c'est comme si le dopant, donc celui qui est, c'est le Cu2+, donc ici, c'est celui qui va les recevoir. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, et comme je viens de le dire, donc, dans ce cas, donc, ce sont les ions métalliques donc, en excès avec leurs électrons qui vont essayer donc, de migrer et lors de l'oxydation. Donc, en même temps que les électrons vont vers la surface donc, externe, donc les cations vont se déplacer aussi vers l'extérieur pour donc, former l'oxyde. Donc la figure précise l'arrangement des ions dans l'oxyde de zinc, dont l'expression plus correcte devrait être Zn1 plus X. D'accord? Si on fait le calcul du rapport dans ce cas, donc ça devrait être théoriquement 1, mais ici c'est 1 sur 1 plus X, donc il y a un excès, ça veut dire que R va être inférieur à R théorique. D'accord? Dans ce cas, c'est un type N. Les gens l'ont identifié comme type N. Et pour le mécanisme, donc les ions Zn2+ en excès dans les cycles interstitiels fournissent des électrons, 2 électrons de conduction.
Comme ZnO est un semi-conducteur de type N, la conduction est en effet assurée par le déplacement des électrons de la zone de Brillouin, la plus externe, vers un nombre plus réduit de niveaux énergétiques adjacents, on vient de le voir, plus élevé mais non saturé. Ici encore, une élévation de la température en favorise donc la migration et accroît la valeur de la conductivité. Donc rien de nouveau ici, donc on sait qu'en augmentant la température, donc la conductivité devrait augmenter. D'accord? Et par ça, j'ai terminé ce chapitre. J'espère que c'est clair. J'espère que vous avez bien saisi le mécanisme de formation de l'oxyde. Est-ce qu'il y a des questions pour qu'on passe au nouveau chapitre? Quelque chose que vous n'avez pas compris? Des doutes? Oui? Monsieur, j'ai pas bien compris dans le Oui? type N, d'où viennent les deux électrons. Les électrons, ce sont deux électrons. C'est comme si tu avais donc un atome donc métallique qui va se positionner là. D'accord? Donc, c'est un cation, Zn2+, mais qui vient avec ces deux électrons. D'accord? Il va venir parce que les cristaux ils ne sont pas parfaits. Donc, ce Zn2+, c'est un Zn du métal. D'accord? Qui va se mettre dans une position interstitielle, qui va se positionner dans une position qui est anormale, atypique pour ce réseau. Le réseau parfait, il devrait être comme ça. Donc tout ce qui est en rouge devrait disparaître. Ici, c'est le réseau stoichiométrique, où on n'a pas le fameux X, donc 1 plus X du zinc. Donc le réseau, il devrait être comme ça. S'il était parfait, ici, il serait stoichiométrique. S'il est stoichiométrique, il n'y aura pas de phénomène de diffusion, il n'y aura pas de conduction. D'accord? Donc, pour expliquer le fait qu'on a conduction dans cette couche, il devrait être soit de type P, soit de type N. Type P, on l'a déjà expliqué. Type N, on a dit qu'on peut l'identifier premièrement par quoi? Donc par analyse chimique et retrouver qu'on a donc un excès de Zn. Cet excès de Zn, d'où est-ce qu'il peut venir? Forcément du métal. D'accord? Donc le métal il a son réseau. Vous vous rappelez que la fameuse représentation que j'avais effectuée ici, elle est où? Je vais revenir. Donc le métal, il est comme ça. Tu aurais Zn de plus, Zn de plus, Zn de plus, Zn de plus, et les deux électrons de chacun, donc ils vont essayer de se mettre, donc de se délocaliser sur un nuage électronique pour avoir la liaison métallique. D'accord? Alors, puisque ici, le réseau n'est pas parfait, un Zn de plus venant du métal va se positionner dans une position interstitielle. Je vais la mettre ici. D'accord? S'il vous plaît. Il va se mettre dans une position interstitielle. D'accord? Mais le réseau ici, ça veut dire qu'il n'est pas neutre. D'accord? Il a besoin de deux électrons. Il va se mettre ici avec ces deux électrons. Donc lui, il est sous sa forme cationique. Les deux électrons devraient être pratiquement libres dans le réseau de l'oxyde. D'accord? Le fait d'avoir un Zn+ qui est passé d'ici à ici avec deux électrons, donc il y a un gradient de concentration. D'accord? Ces électrons, ils vont essayer d'aller enrichir une région qui ne soit pas proche de cette interface. Ils vont essayer d'aller vers l'extérieur.
D'accord? En plus, on a une zone qui est riche en Zn de plus et des zones qui sont moins riches. Les Zn de plus vont essayer aussi. Bien sûr, les Zn de plus qui sont donc à l'intérieur vont essayer aussi de diffuser vers l'extérieur. Ces deux électrons, s'ils arrivent à l'interface atmosphère-oxyde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire l'oxygène et le rendre sous la forme de O2-. Et l'existence donc de ces Zn de plus qui vont diffuser va provoquer donc la réaction qui va donner donc l'oxyde dans ce cas, puisqu'on a des O2- ici qui sont libres et des Zn de plus qui peuvent réagir avec ces deux O2- pour former donc plus de couches à ce niveau. Et par compensation, puisque celui-là il a diffusé et sa position est restée vacante, par compensation, plus de Zn va passer à cette position interstitielle avec deux électrons et ainsi de suite pour former de plus en plus de couches, donc pour oxyder de plus en plus le métal et former de plus en plus d'oxyde. Et c'est ce qu'on ne veut pas, bien sûr. Donc ça veut dire qu'on est en train de corroder. Donc les conditions sont favorables pour la corrosion. Grâce à quoi? Grâce à cette diffusion, grâce à ce gradient de concentration, à cette possibilité du passage des Zn à Zn de plus et réagir avec l'oxygène qui est à l'extérieur. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, monsieur, merci. Donc, Oui, monsieur, c'est clair. ils viennent du métal, ils se mettent dans une position interstitielle, puisqu'ils sont sous forme déjà cationique dans le métal, ils vont se positionner dans une position interstitielle. Bien sûr, ils vont être accompagnés de deux électrons pour la neutralité donc, de notre réseau. D'accord? Donc, ces deux électrons qui vont être pratiquement libres, ils vont essayer de continuer leur trajet vers l'extérieur, vers des zones où il y a peu d'électrons, et réduire l'oxygène. Et par la suite, donc les Zn de plus aussi devraient diffuser vers l'extérieur. Cette réaction va permettre de former l'oxyde. Et à l'intérieur, à l'interface oxyde-métal, on a besoin de compenser donc ces changements. Par quoi? Par plus de cations qui vont passer dans les positions interstitielles, ainsi de suite, et la corrosion continue. Donc, l'objectif, c'est de comprendre ce phénomène de diffusion et penser comment le freiner. D'accord? Donc, ne pensez pas quand je dis que ça favorise, ça permet d'avoir l'oxyde, ça ne veut pas dire qu'on est en train de chercher d'avoir cet oxyde. On est en train d'essayer de comprendre quelles sont les conditions, donc déjà thermodynamiques, et maintenant les mécanismes, donc, et on va voir par la suite donc la cinétique, qui permettent cette formation et comment freiner cette continuation de. Vous pouvez déjà y penser. Vous pouvez déjà penser comment freiner, dans ce cas, donc, ce type de corrosion. Puisqu'on parle de stoichiométrie et qu'on n'est pas dans des conditions stoichiométriques, il suffit d'essayer d'avoir une couche d'une manière ou d'une autre. Donc, je n'ai pas donné donc, la manière maintenant, mais il suffit de penser comment rendre cette couche d'oxyde stoichiométrique. Si vous la rendez stoichiométrique, ça veut dire qu'il n'y aura plus de phénomène de diffusion, oui ou non? Donc pour le type P, par exemple, plus il y a de sites vacants, plus on est loin de la stoichiométrie, plus on a la conductivité, plus il y a de conductivité ionique et électronique, il y a oxydation. Moins il y a des sites vacants, moins de lacunes, moins on a un oxyde conducteur et moins on a de corrosion. Donc on est en train de freiner cette corrosion. D'accord? Donc vous avez déjà une idée comment faire. Donc si on peut doper par exemple par un élément qui va permettre de se mettre dans une position interstitielle dans ce cas, de l'oxyde, ça veut dire qu'il sera de plus en plus stoichiométrique, on va freiner la corrosion. D'accord? Donc ça nous permet de voir comment faire pour freiner ce phénomène d'oxydation. J'espère que c'est clair. Oui, c'est clair, monsieur. Très bien. On peut passer donc au chapitre suivant qui est la cinétique d'oxydation. On a vu l'aspect thermodynamique, on a vu le mécanisme qui est principalement basé sur la diffusion, et il est basé, si on parle de diffusion, on parle de
accès des cations métalliques ou bien du métal à l'atmosphère, au gaz. S'il y a accès de ces cations au gaz, il y aura forcément oxydation. D'accord? Maintenant, la cinétique d'oxydation à haute température. On va commencer par retrouver donc le rapport de Pellin et de Bedouard qui ont, d'après leurs travaux, qui ont mis en évidence quelques facteurs donc, fondamentaux du processus d'oxydation. Et ils ont étudié principalement l'influence des densités et de masses volumiques, donc des héros, que ce soit du métal ou bien de l'oxyde, sur l'efficacité de la couche protectrice et de la diffusion intervenant au cours de la réaction. J'insiste ici, la diffusion, c'est ça qu'il faut freiner pour arrêter la corrosion. Les films d'oxyde développés sont généralement fragiles. La germination de fissures, donc la perte d'efficacité du film sera favorisée par la mise en traction de la couche. Donc, je viens de le dire, s'il y a accès du gaz au métal, on aura oxydation, on aura corrosion. L'un des problèmes qui peut survenir, je ne sais pas si je peux le représenter, je vais essayer. C'est plus facile de le faire sur le tableau, mais je vais essayer de le faire ici. Si on a une couche d'oxyde qui se forme comme ça, au-dessus d'un métal, on va mettre le métal en gris. Ça, c'est l'oxyde. Je vais le nommer MO, facile. Plus facile d'écrire MX, OY, etc. Et un métal. Déjà, à haute température, si on varie la température, qu'est-ce qu'on a? On a deux solides, dans un premier temps, un oxyde et un métal. Chacun aura ses propres propriétés mécaniques. D'accord? Imaginez que ce métal s'expand sous l'effet de la température. Si cet oxyde a les mêmes propriétés mécaniques que ce métal, il devrait s'expandre. S'il s'expand, il n'y a pas de problème, d'accord? Le problème, c'est que quand on a formation de cet oxyde, il n'a pas forcément les mêmes propriétés mécaniques. Il n'aura pas la même élasticité, d'accord? Si on augmente cette température, pour le métal et l'oxyde, peut-être que l'oxyde, n'a pas les mêmes propriétés mécaniques, n'a pas la même élasticité. Ce qui va se passer, au lieu donc d'avoir expansion aussi, on peut avoir fracture. Donc, l'oxyde au-dessus peut se briser, d'accord? Se briser à ce niveau. Et par conséquence, qu'est-ce qu'on aura? On aura dans ce cas accès de l'oxygène au métal. L'oxygène pourrait passer et arriver, accéder au métal. Au moment où vous avez l'oxygène qui accède au métal, vous savez déjà que on a notre métal avec des électrons relativement libres qui vont directement réagir et former une couche d'oxyde. Ça veut dire que la réaction, au lieu de stopper à cause donc, de cette couche qui a été déjà formée, ou bien de ralentir à cause de cette couche qui a été déjà formée, à cause de cette fissure, on aura l'accès d'oxygène au métal et on aura plus d'oxydation à ce niveau. D'accord?
Je viens de le dire, les films d'oxyde développés sont généralement fragiles. La germination de fissures, donc ça veut dire qu'il y a perte d'efficacité de protection de ce film. Elle sera favorisée par la mise en traction, par l'expansion et la contraction de notre métal par l'effet de la température. Et ici, donc, les contraintes principalement viennent des variations de volume entre le métal réactif et l'oxyde produit de la réaction. Dans ce cas, Pillin et Bedworth, ils ont pu évaluer, mais faites attention quand je dis dans ce cas évaluer, ne pas prendre donc cette affirmation d'une manière absolue, parce que les gens ils croient que quand je vais donner donc cette valeur de delta, ça veut dire que soit la couche va être protectrice, soit elle va être donc elle va continuer à se développer et on aura plus d'oxydation. Ce n'est pas une relation qui peut être prise d'une manière qui est absolue. Donc à toute règle, exception. D'accord? Et on va voir ça en détail. L'efficacité de la couche, dans ce cas, peut être caractérisée par le facteur de Pillin-Bedworth, donné par donc l'expression delta, qui est égale au volume de l'oxyde divisé par le volume du métal. D'accord? Qui peut être égal à la masse molaire de l'oxyde fois la masse volumique, dans ce cas du métal, divisé par N, qui sera le nombre de moles de métal qu'on a sur cet oxyde, fois la masse molaire du métal, fois la masse volumique, dans ce cas, de l'oxyde. D'accord? On peut même démontrer donc ça. Vous avez, je ne sais pas si je dois le démontrer ou pas, je peux le démontrer. Je vais essayer de le mettre ici. J'espère que je vais bien faire les choses. C'est difficile de faire ça au niveau de PowerPoint, mais je vais essayer de démontrer ça. C'est égal au volume, pardon. Volume de l'oxyde divisé par le volume. Ah, pourquoi j'ai perdu mon indice? Ah, je n'avais pas mis. Très bien. Volume du métal. Et on a gros et on a rho de l'oxyde. Rho, c'est où? O de l'oxyde. C'est la masse de l'oxyde. Masse de l'oxyde divisé par le volume de l'oxyde. De même, rho du métal c'est la masse du métal. Je devrais régler ça parce que sinon ça ne va pas être clair. Donc, le métal divisé par le volume
volume du métal. Et si on prend un oxyde, on va dire MnOM, de la même manière que XY avant, on peut le prendre de cette manière. Peut se décomposer en N, M, plus donc O2. Vous pouvez revoir dans le calcul, ce sera 2m sur X, je crois, 2m sur N, je crois. Donc, je ne vais pas perdre mon temps à retrouver donc, le coefficient parce que je n'en ai pas besoin. Nombre de moles ici de l'oxyde. Nombre de moles de l'oxyde, dans ce cas, sera égal à la masse de l'oxyde sur la masse molaire de l'oxyde. Masse de l'oxyde divisé par la masse molaire de l'oxyde. Et nombre de moles du métal, ce sera la masse du métal divisé par N, la masse molaire du métal. Ce qui suggère quoi? Ça suggère que la masse, donc, dans ce cas, la masse de l'oxyde sera égale au nombre de moles. Donc, ici, fois la masse molaire. D'accord? Bien sûr, donc, ils sont égaux. Donc, M, N, au lieu de faire ça, ce que je vais faire, c'est que, puisqu'ils sont égaux, je vais les écrire de la manière suivante. Monsieur, s'il vous plaît, concernant Oui, j'entends pas. J'entends pas. Monsieur, concernant l'équation de MnOM, le coefficient N, ce ne sera pas le coefficient seulement N. Il faut écrire 2 sur M. Comment? 2 sur N. Pour être équilibré, pour équilibrer cette équation, pour les coefficients stéchiométriques. Pour lequel? Non, moi, je n'ai pas calculé pour l'oxygène, d'accord? Donc, pour l'oxygène, tu peux mettre divisé par 2. À côté de l'oxyde et à côté de métal. Il faut. En nombre de moles, il y en a combien? Pour chaque nombre de moles de l'oxyde, il y aura N, M. Est-ce que tu m'as compris? Parce qu'ici, tu peux diviser par 2. Il faut multiplier par 2 et Ah, si diviser tu veux par diviser, moi, m. j'ai divisé. Parce que le 2, il va disparaître, d'accord? Dans tous les cas, il va disparaître, d'accord?
Donc, c'est M sur 2. Donc, ça sera M sur 2. Et ça va dépendre de... Non, ici, c'est correct. Oui, c'est M sur 2. M sur 2. Si tu veux mettre le 2, fois 2, ça sera MO2. Mais ici, ça sera 2 N et ici 2 oxydes. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème à ce niveau. D'accord? Donc, en termes de nombre de moles, donc le nombre de moles de l'oxyde sera égal à le nombre de moles ici sur N. Donc, je m'excuse. D'accord? Donc, le nombre de moles de l'oxyde sera égal au nombre de moles ici divisé par N. Donc, j'ai mis mon N ici. D'accord? J'ai mis un N qui ne devait pas être. D'accord? Est-ce que tu m'as compris? Oui, oui, c'est clair. Maintenant, c'est clair. D'accord, donc je me suis trompé donc juste ici parce que je voulais mettre qu'ils étaient égaux, d'accord? Donc le nombre de moles ici est égal à celui donc, du nombre de moles du métal divisé par N. Donc c'est difficile vraiment de penser et d'écrire, donc excusez-moi des fois, mais bon, si vous avez des doutes, vous pouvez poser vos questions. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on veut retrouver dans ce cas? On veut retrouver les volumes d'après donc, cette relation. Premier volume de l'oxyde sera égal à ρ. Ne croyez pas que c'est facile hein, de faire le cours comme ça. Hein. Maintenant, je devrais retrouver donc ρ. Bon, ici. Sinon, pour gagner du temps, je vais le mettre sous forme d'équation. V, pardon, V ox est égal à M ox divisé par ρ ox. Et où ρ ox. Même chose en bas. Je vais mettre métal entre parenthèses. Masse du métal. Du métal. On peut remplacer ici. Et maintenant, donc on a M ox sur M du métal. On peut le retrouver d'ici. C'est égal à... pas égal, pardon. Donc, comme ça, M ox sur M métal
suivez avec moi, s'il vous plaît, si je commets une erreur, parce que vraiment, c'est pas facile à faire. Donc, ici, ça sera M, ox. Bon, le calcul, il est facile, mais pour l'écrire, c'est vraiment difficile de le faire sur ordinateur. J'espère que j'ai bien fait les choses. C'est correct? Donc, ça sera donc, le rapport des masses de l'oxyde et du métal qui sera égal au rapport des masses de l'oxyde et masse molaire de l'oxyde et du métal fois 1 sur n. C'est correct? Et ici, donc, on aura m sur m, donc c'est correct dans ce cas. Je vais essayer. De continuer avec l'équation. Divisé par m. Et ici, c'est fois rho m, puisque c'est l'inverse. Ici. Divisé par rho ox. Donc, on a retrouvé donc, notre relation. Je suis où? Ici. D'accord? Donc, la masse molaire de l'oxyde fois la masse volumique du métal sera divisée par donc, le nombre de moles du métal fois la masse molaire du métal fois la masse volumique de l'oxyde. Donc, effectivement, on est arrivé à cette relation. D'accord? Donc, ce rapport, il est nommé le facteur de Peeling et de Bedouin. Quel est l'intérêt de ce rapport? Pourquoi on en a besoin? Et j'insiste, s'il vous plaît, j'insiste sur le fait qu'à toute règle, une exception. D'accord? Vous êtes assez mature, je vais dire, que ce soit vous ou bien les masters, donc les ingénieurs ou bien les masters, vous êtes assez mature pour savoir que vous avez étudié dans un premier lieu, par exemple, en thermodynamique, les gaz parfaits, et ensuite vous êtes passé donc, au gaz idéal et au gaz réel. D'accord? Donc faites attention, ne prenez pas les choses d'une manière qui est absolue. Dans un premier temps, donc on essaie de faciliter les choses, mais avec l'évolution, on peut trouver donc des exceptions qu'on peut expliquer d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qu'on va faire dans ce cas. Dans un premier temps, donc on va voir que à chaque métal lui correspondant un oxyde formé a une valeur déterminée du rapport ou bien du facteur de Peeling et Bedouin. D'accord? Il nous permet donc de sortir, de retrouver quel résultat? On peut dire que si delta est supérieur à 1, si ce facteur est supérieur à 1, on peut conclure dans un premier temps, bien sûr, grosso modo, on va dire que la pellicule est protectrice dans un premier temps. D'accord? Par exemple, pour l'aluminium, donc il a une valeur de 1,38, ça veut dire que sa couche est protectrice. D'accord? Pour le chrome, il a une valeur de 2. Cet oxyde de chrome, donc il est protecteur.
Si delta est inférieur à 1, le film est mis sous tension. Donc, il y a soit problème donc, du volume de l'oxyde qui se forme au-dessus, qui est trop gros et qui se fissure, ou bien il est mis sous une tension donc, de la température où on a expansion ou bien compression selon la température du métal ou bien de l'oxyde et on a fissure. Donc, la couche qui se forme va perdre son caractère de protecteur du métal. On peut prendre les exemples du calcium, par exemple, de 0,64 et le magnésium 0,79. Donc, leurs oxydes formés ne seront pas protecteurs au fur et à mesure donc, du changement des conditions ou bien de la formation de l'oxyde. Ils vont perdre leur caractère donc, protecteur. J'insiste encore une fois, le caractère relatif de cette règle apparaît cependant dans divers cas. Ce n'est pas une règle générale, d'accord? Ce n'est pas le meilleur moyen pour savoir si la couche est protectrice ou non, d'accord? Elle peut nous donner une information, elle peut nous donner quelques cas, mais selon les conditions dans lesquelles on aura notre métal et notre oxyde, on peut avoir donc un changement du comportement de cette couche, donc selon les conditions comme je viens de le dire. Donc, il apparaît par exemple dans le cas du tungstène. D'accord? Le tungstène, son delta est égal à 3,6. D'accord? Il est supérieur à 1. Il devrait être protecteur. D'accord? Dans ce cas. D'accord? Donc, l'oxyde de tungstène, il devrait être, selon le facteur de Pulling et de Bedouard, il devrait être très protecteur puisque sa valeur est très élevée. Or, en réalité, ceci n'est vrai que pour les températures inférieures à 800 degrés Celsius. D'accord? Au-delà de 800 degrés Celsius, cet oxyde il se volatilise. S'il se volatilise, ça veut dire qu'il n'y a plus de couche qui est au-dessus, accès, encore une fois, de l'atmosphère, du gaz de l'atmosphère, de l'oxygène, donc à la surface du métal, et la réaction, forcément, d'oxydation devrait continuer. D'accord? Alors, la méthode la plus directe d'étude des cinétiques d'oxydation met en jeu l'analyse des courbes de croissance des films d'oxyde en conditions, dans ce cas bien sûr, donc pour chaque température va correspondre à différentes vitesses de la réaction, donc dans les conditions isothermes et sous pression d'oxygène bien sûr croissante. D'accord? Donc la meilleure manière de le faire, c'est d'analyser les courbes de croissance de l'oxyde. D'accord? Je ne sais pas si on a le temps, si on a le temps de continuer. Bon, je vais juste introduire les différentes courbes qui peuvent exister. Donc, la cinétique d'oxydation, pour voir donc, les courbes, en général, la cinétique d'oxydation, elle est régie par une loi générale de la forme où on a une masse ou bien une épaisseur, bien sûr, qui vont varier en fonction du temps. D'accord? Donc la masse, ça sera la masse. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon curseur. Ah, ok. Ça sera donc la masse de l'oxyde ou bien l'épaisseur de l'oxyde qui sera formée à la surface du métal. Bien sûr, T, c'est le temps et K, c'est la constante de vitesse. On sait que donc, pour la cinétique d'oxydation, donc, elle dépend forcément de la température et on avait dit que pour chaque température va correspondre à une vitesse de réaction, de formation de la couche. En effet, donc, cela est dû donc, à la constante de vitesse K qui varie en fonction de la température selon la loi d'Arrhenius qu'on connaît tous. K est égal à K0 fois l'exponentielle de moins l'énergie d'activation sur la constante des gaz parfaits fois la température. D'accord? Donc, je viens de le dire. Donc, Q, c'est l'énergie d'activation. R, c'est la constante des gaz parfaits. Et l'oxydation est donc un phénomène thermiquement activé. Donc, c'est-à-dire que plus la température est élevée, plus la vitesse de l'oxydation va augmenter. D'accord? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la séance prochaine, on a différentes lois
cinétique d'oxydation à haute température. On peut trouver des lois qui sont linéaires, des lois qui sont paraboliques. Et faites attention, quand je parle de parabolique ici, donc parabole, vous êtes habitué à la voir donc, selon l'axe donc, des Y ou bien des ordonnées. D'accord? Donc ici, c'est une rotation de 90 degrés. Pardon. Donc on a, au lieu de représenter le temps en fonction de la masse de l'oxyde formé, on a représenté la masse de l'oxyde formé en fonction du temps. Et comme ça, on a cette parabole. Donc comme ça, donc la courbe B. Et on a une loi qui peut être une loi logarithmique. D'accord? Donc, trois types de lois qui peuvent exister, linéaire, parabolique et logarithmique. D'accord? Quelle est la différence, grosso modo, entre les trois? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la différence entre les trois, à votre avis? Je vais essayer de vous laisser les cours pour que vous les voyez. Quelle sera la différence, juste grosso modo, en regardant ces cours? Qu'est-ce que vous pouvez conclure? A, B et C. Vous m'entendez? Touré, il n'y a pas de réponse? Gouram, Monsieur, je suis en train de voir, de regarder les courbes. les voilà les courbes, vous pouvez les voir. Oui. Monsieur, Oui, on peut dire que je peux revenir à la courbe. Je ne vois pas la courbe, monsieur. oui. On peut dire que la courbe A est la moins protectrice, car on a formation de l'oxyde qui augmente avec le temps, très rapidement. Une formation de l'oxyde très rapide en continu de l'oxyde, très bien. B, la courbe B, B, elle est moins protectrice. Elle est plus protectrice que A. qui est en train de parler parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec le micro. Juste HP, c'est qui HP? J'ai pas entendu. HB, c'est Hicham Bchar, je crois, qui est en train de parler. Oui, monsieur. Donc, qu'est-ce que tu as dit pour la B? J'ai dit que pour un temps donné, si on fixe le temps, j'ai dit que la masse d'oxyde formée, si on prend la courbe C, est plus faible que la masse formée si on prend la courbe A. Donc, C correspond à une couche protectrice. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, vous voyez que la courbe, elle devient pratiquement parallèle au temps. Ça veut dire qu'il n'y a plus de formation, pratiquement une formation très, très faible de la couche d'oxygène. Donc, pour la courbe donc parabolique, la P, vous avez donc une portion où la réaction est très rapide, mais une continuation de la réaction qui va être un peu plus lente, mais une continuation de la formation de la couche d'oxyde. Et ici, c'est une formation donc linéaire, continue, avec le temps. Ça veut dire qu'il y a consommation permanente du métal. D'accord? Donc celle-là, elle peut être considérée pratiquement protectrice. Celle-là, la réaction, donc au fur du temps, va devenir donc moins rapide. Elle va donc prendre une lenteur pour la formation de l'oxyde, mais celle-là, c'est une formation qui est en continu avec pratiquement la même vitesse, avec une pente bien définie. On va rentrer dans les détails de tout ça durant la séance prochaine, d'accord? Donc, je peux m'arrêter ici. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a déjà fait? Monsieur, Des questions? Oui. Touré. Je n'ai pas une question, mais est-ce qu'on peut avoir les cours en avance pour les lire? Non.
Ça va Sinon, nous permettre non, ça va nous permettre de bien lire et puis on peut poser des questions. Très Comment? facile. Comment? Ça nous permettra de comprendre au mieux le cours. Il n'y aura personne qui va venir. C'est ça le Non, on va problème. Oui, non, toi, mais les autres ne vont pas venir. C'est pour ça que je vous donne en différé le cours. Mais le cours, vous l'avez donc avant de vous l'envoyer, même si vous ne l'avez pas, vous avez l'enregistrement, d'accord? Donc vous pouvez toujours revenir sur ce que j'ai donné. La séance prochaine, vous posez vos questions, d'accord? Donc, même si d'accord. c'est en différé, si vous n'avez pas compris quelque chose, en général, je vous mets donc la nuit du dimanche, je vous mets donc l'enregistrement en ligne. Comme ça, vous avez le temps de réviser, de revoir la vidéo. Vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo. D'accord? Si vous avez D'accord. besoin seulement de voir le cours, au fur et à mesure, donc vous passez donc les minutes pour voir le cours. D'accord? Si je ne l'ai pas envoyé. Parce que si je vous l'envoie, je sais que vous allez l'envoyer aussi aux gens du master et à la fin, je vais venir et je serai tout seul. Et c'est vraiment difficile de faire un cours en ligne. Vraiment. Je suis en train de faire un effort, donc pour moi, un effort qui est terrible pour essayer de préparer les formules, etc. Donc, vous avez vu que juste pour la démonstration, ça me prend beaucoup de temps. D'accord? Donc, c'est pas aussi facile. Mais bon. Donc, je vous le donne en différé. C'est juste, c'est pas parce que je veux pas vous le donner, mais c'est parce que les gens, ils veulent pas assister. D'accord? Mais vous avez toujours le cours D'accord. soit en ligne, soit le cours sous forme de PDF quand je vous l'envoie. Et comme ça, vous pouvez toujours préparer vos questions. Sinon, la dernière séance aussi, vous pouvez préparer vos questions. Vous aurez donc déjà votre cours pratiquement complet. Vous le révisez, vous revoyez ce qu'on a fait et je peux répondre aux questions que vous aurez. D'accord? D'accord, monsieur. Donc, pour maintenant, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses que vous n'avez pas compris? Ça va pour l'instant? Oui, ça va, monsieur. Vous ne vous plaignez Oui, pas monsieur, c'est clair. de faire donc en ligne? J'espère que ça marche, que ça va bien, que c'est clair. Donc, j'essaie un petit peu de faire les choses d'une manière schématique, de vous montrer donc les choses d'une manière schématique. Je crois que c'est plus visuel, plus facile à voir, d'accord? Si vous n'avez pas de questions, donc on peut donner donc pour conclure cette, cette séance. Et on se reverra maintenant, ça sera le jeudi matin à partir de, je ne sais pas, 8h30, 9h, ça va dépendre, d'accord? Comme ça, on peut continuer. D'accord? Oui, D'accord, d'accord. monsieur. Très bien. Donc, au revoir et je vous souhaite donc une bonne fin de week-end parce que donc on a déjà pris le samedi. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci.